Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Lire entre les lignes. Je m'appelle Laurie et je suis votre hôte. J'ai récemment fait une entrevue avec Andrea. Je lui ai parlé d'anxiété, d'autisme et tout ça en lien avec la lecture. Et c'est justement cette entrevue-là que je viens vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment une belle discussion. J'ai adoré parler avec elle. Et je suis sûre que vous allez l'adorer autant que moi, donc je laisse place à l'entrevue. Bonne écoute! Salut tout le monde! Je suis présentement avec Andrea. Andrea, est-ce que tu pourrais te présenter? C'est quoi? Bien sûr! Bien sûr. Alors, mon nom est Andrea Lecière. J'ai 30 ans. Je suis née à Québec, mais je vis présentement à Alma, au Lac-Saint-Jean. Puis, voilà, j'ai 2 chats, un chien, un poisson et un mari. Oh! Puis, sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis sur Instagram, TikTok et Facebook sous le nom de Dans mon petit univers. Merci. Puis, quel livre est-ce qui t'a embarqué dans le monde de la lecture? Je dirais que même plus jeune, d'âge primaire, j'étais vraiment très attirée par la littérature parce que mes parents, ce sont de très, très grands lecteurs. J'ai été très accrochée facilement aux livres qui étaient plus imagés, comme les bandes dessinées, des magazines, des ouvrages dans le genre, et un peu plus vieille, comme la majorité des jeunes femmes de ma génération. Ce qui m'a vraiment accroché à la littérature, c'est Harry Potter. Je pense que c'est un des grands classiques de notre génération, là. Oui. Je pense que ça m'a ouvert la porte à vraiment beaucoup parce que Harry Potter, c'est tout un univers, ça fait partie de mes expériences, ça fait partie, c'est les premiers vrais gros livres, les premières briques. Quand je pense par exemple au 4e, au 5e tome, c'était vraiment la première série que je lisais comme au complet à sa sortie. J'ai jamais vécu les sorties à minuit et tout, là. C'est ça que j'allais te demander si t'étais une des premières à être dans la file pour aller te l'acheter. Non, à cette époque-là, je vivais vraiment beaucoup d'anxiété sociale. Et je n'étais pas là en mesure d'être baignée dans tout ce monde. Fut une époque, c'est étonnant aujourd'hui, mais fut une époque où je n'allais pas au cinéma, je n'allais pas voir des spectacles, j'allais dans les bibliothèques, mais à des moments plus tranquilles. C'est étonnant aujourd'hui. Ouais, c'est étonnant avec la Andrea que je connais aujourd'hui. Oui, la Andrea a travaillé très très fort. Puis c'est ça, Harry Potter, ça m'a permis de créer des liens avec des gens, d'avoir des objectifs, de tisser une personnalité aussi, d'embarquer à fond dans la littérature. Puis voilà, c'est comme une très très grande partie de mon existence. J'ai même des tatouages d'Harry Potter, des milliers de dollars d'objets de collection d'Harry Potter. Ouais, c'est une grosse partie de ma vie. Avant qu'on passe à autre chose, c'est
quel personnage qui est ton préféré dans les Harry Potter? Personnage féminin, c'est 100% Luna Lovegood. 100%. Je trouve que Luna, c'est un personnage doux. C'est un personnage lunatique, réfléchi, intelligente, qui ne se soucie pas du regard des autres et des règles sociales. C'est un personnage qui, je trouve, sort de l'ordinaire par le rose qu'elle porte ou le rôle qu'elle a. Ouais, c'est un personnage qui me parle beaucoup. Sinon, du côté masculin, j'hésite entre Sirius Black et Severus Rogue comme personnage préféré. Je pense que c'est... Tu sais, j'écoute le podcast en attendant ma lettre de Poudlard. Oui. Puis à chaque épisode, ils demandent justement les personnages préférés. Puis je pense que dans les personnages masculins, c'est comme les deux qui ressortent le plus, là. Oui, vraiment. Il y a quelque chose en Rogue qui m'inspire énormément. Son enfance, son cheminement, les nuances aussi chez ce personnage-là qui est pas toujours tout noir, qui est pas toujours tout blanc, qui est dans une espèce de zone grise. Des fois on l'aime, des fois on l'aime pas, des fois je dirais que c'est comme dans les premiers personnages aussi que j'ai eu à faire dans cette zone grise, justement, où je devais comme savoir est-ce que je l'aime ou je l'aime pas. Est-ce qu'on peut changer d'émotion face à des personnages? Alors, ça, en tout cas, c'est vraiment tout qu'un icône, là, Severus Rogue. Puis Sirius Black, je crois que c'est un personnage qui vient beaucoup toucher mes valeurs familiales, mes valeurs envers mes amis, la loyauté. Il a quand même été emprisonné sans raison. Ça vient toucher ma valeur aussi de l'injustice. Et je viens vraiment très, très émotive quand je pense à Sirius, à sa vie, à sa mort aussi. Sa mort qui est pour moi vraiment très, 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 très injuste. Alors voilà. Écoute, assurément que je pourrais faire un podcast complet sur Harry Potter. Juste à t'entendre parler, genre, je pense qu'on pourrait faire l'heure complète de l'épisode juste là-dessus, mais on n'est pas là pour ça. On en fera un autre. Exactement. Ça nous donne une autre raison de se parler. Oui. Et justement, on s'est rencontrés sur Instagram grâce à nos comptes Bookstagram. Qu'est-ce qui t'a amené à te créer ce compte-là? Oh là là, beaucoup de choses. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai tout le temps 1001 projets. Puis, oh mon Dieu, ça revient, l'origine de mon Bookstagram revient à tellement longtemps parce que quand j'étais au secondaire, à l'université, quand j'étais à l'université, j'avais une page Facebook, Andrea la Geekette, où je parlais de littérature, cinéma, musique. Après ça, j'étais tannée, j'ai ouvert une autre page Facebook où ça s'appelait Les choix d'Andrea. Alors, c'était encore de la musique, du cinéma, des livres, des produits en tout genre. Et là, que je donnais mon avis si j'approuvais ou pas. J'étais tannée. Alors, après ça... oh là là. Après ça, j'ai fait un groupe qui est devenu vraiment, vraiment, vraiment très gros. De planification créative. Puis j'ai dirigé ça là, de main de maître pendant plusieurs années jusqu'à m'épuiser énormément pour finalement
créé un groupe, une page Facebook, un Instagram, un YouTube, plein d'affaires sur les animaux et ça s'appelait Ma Biblio Poilue. Et c'est là que j'ai commencé à toucher à Instagram. C'est là que j'ai commencé à parler de livres sur Instagram, mais des livres juste sur les animaux. Puis parallèlement, je pense que c'est ça, en 2020 environ. En 2020, j'ai fait, mais pourquoi que j'ouvrirais pas un autre Instagram? Parce que je commençais à aimer ça. Mais de trucs que je pourrais retrouver dans ma bibliothèque. Alors, des films, des CD. Oui, je sais, ça fait vieux jeu, là. Mais c'est bien correct. Des films, des CD et des livres. Alors, j'ai commencé avec ça. Ça s'appelait Dans ma bibliothèque. Quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Puis là, de fil en aiguille, la Biblio Poilue, tout ça est parti. Et le Bookstagram est devenu ma priorité et est devenu ce qui est aujourd'hui. Qu'on est littéralement rentré dans ton petit univers. Vraiment. Ça fait des années que je teste et j'essaie et je patente. Puis là, j'ai vraiment trouvé le projet. Voilà. Ah! Ben t'as vraiment passé par toutes les plateformes pour trouver celle qui t'allait mieux. Ouais, vraiment. Puis je pense aussi que Instagram, c'est vraiment celle que je préfère encore à ce jour. Mais je trouve que t'es vraiment dans ton élément sur Instagram. À devoir aller, on dirait que t'as toujours été là-dessus, là. Oh, c'est gentil. Je pense que je pense, mais je sais que je m'amuse. Je m'amuse énormément à créer du contenu. Je m'amuse énormément à faire des stories, à partager, à faire des directs. Mon Facebook, c'est un bel ajout de de publications d'Instagram, mais de petits éléments supplémentaires. Et mon TikTok, j'essaie. C'est pas ma plateforme préférée. Je comprends pas grand-chose, mais je m'amuse pareil quand j'ai le temps. Et ça, TikTok, je dois admettre que c'est pas très instinctif comme plateforme. Non, vraiment pas. Ou c'est moi qui est rendu trop vieille, là. Mais... j'aime bien TikTok pour regarder les vidéos, mais parfois je suis comme je comprends pas comment les gens ils font pour faire autant de vidéos parce que moi je suis comme je comprends pas comment faire une bonne vidéo sur TikTok. Ouais. Je file tout ça. Puis par rapport à ton compte Instagram, qu'est-ce qui te rend le plus fier là-dessus? My God. Ouais, grosse question. Les amitiés que je me suis fait. Ouais. Parce que au-delà des avis, au-delà des directs, au-delà des services presse, j'ai toujours été une enfant très mise à part. J'ai 30 ans et je dirais que ça fait peut-être comme vraiment 5 ans, 5, 6, 7 ans que j'ai vraiment un bel entourage, de bons amis, de belles personnes autour de moi. Ça a été vraiment, vraiment long pour moi de créer des liens. Puis je crois que ce que je suis le plus fière, c'est les liens que j'ai avec les gens sur Instagram, la confiance qu'on me donne et les amitiés que j'ai créées. Ça, c'est Instagram, je trouve que c'est vraiment une belle plateforme, genre justement le Bookstagram, plus précisément, que c'est vraiment une bonne plateforme pour rencontrer du monde. Puis mais ça, je me demandais qu'est-ce que tu penses qui sont les raisons que tu avais peut-être plus de difficultés avant à créer des liens avec les autres? Oh, mon Dieu. Il y a tellement de facteurs.
le premier facteur, je dirais que c'est mon anxiété, 100%. Mon deuxième facteur, je dirais, sans le savoir, parce que j'ai eu mon diagnostic quand même très tard, créer des liens étant une femme autiste, une enfant autiste sans le savoir, je dirais que ça a vraiment pas très ça a pas aidé ma cause. J'imagine que ça l'aidait pas, en effet. Ouais, puis je connecte quand même difficilement. Puis les gens ils voient pas ça à travers mon bookstagram. Je connecte quand même vraiment difficilement avec les gens. Même si j'ai de l'air à avoir vraiment beaucoup d'amis, même si j'ai de l'air à être partout, à faire plein d'affaires, je connecte difficilement avec les gens avec qui je n'ai aucun point en commun. J'arriverai jamais à avoir des amis avec qui j'ai aucun point en commun fort. Alors, les gens qui sont dans mon entourage, autres que ma famille, ce sont des gens où j'ai des passions fortes et intenses en commun. Comme la littérature, comme les animaux. Je dis que c'est intéressant, mais comme ça, c'est ça. Puis ben justement, comment est-ce que tu as su que tu étais sur le spectre de l'autisme? Moi, j'ai eu mon diagnostic de TAG, de trouble anxieux généralisé, à 7 ans. Oh boy! Ouais. D'après moi, on aurait pu me le donner bébé, là. Mais, Un signe pour ton anxiété. ouais. Mettons que j'avais des gros symptômes. Puis, avec le temps, en vieillissant, je trouvais que mon trouble anxieux avait le dos large, que j'avais des comportements qui étaient pas reliés à l'anxiété. Mais c'était relié à quoi? C'est un peu ça que je cherchais. C'était mes traits, mes difficultés à comprendre les émotions, à comprendre les blagues, à comprendre le sarcasme, mes habitudes à toujours me stationner au même endroit, à prendre toujours les mêmes bancs dans les salles de cinéma, avoir des routines, être déstabilisé facilement, avoir une courte batterie sociale. Ben, c'est pas l'anxiété, là. Rapidement, pour quelqu'un qui se connaissait pas, peut-être, mais comme quand tu creuses un peu plus, ben on se rend compte que c'est pas tant l'anxiété généralisée qui vient faire tout ça, là. Exact. Puis, je pense que parce que l'anxiété, un tag vient souvent quand même avec un diagnostic d'autisme. Je sais pas si l'un vient sans l'autre. Dans mon cas, ils viennent en paquet de 2. Mais je pense que ça aurait fait une énorme différence dans mon cheminement si j'avais eu mon diagnostic d'autisme jeune, si j'avais fait le switch de diagnostic, si j'avais su plus jeune que j'étais autiste et après anxieuse, je sais pas. Mais je pense que ça aurait fait une différence. Puis justement, comment ça t'a affecté quand t'étais jeune? Comme c'est ta vie de tous les jours quand t'étais jeune, qu'est-ce que ça ressemblait? Comme en sachant pas que t'étais autiste, mais que tu l'étais pareil, ça ressemblait à quoi? Je pense honnêtement, en y repensant, que c'est pas très différent de en ce moment. Dans le sens que j'étais quelqu'un qui avait tout le temps 1001 projets, qui aimait être dans les livres, qui faisait des recherches, qui aimait faire des présentations orales, qui se filmait avec une assez grosse caméra avec une cassette dedans. Je suis une personne hyper créative et là, comme c'est sûr que ça vient 100% de mes parents, mais tout l'aspect de créer des liens avec les gens, c'était difficile. Je préférais créer des liens avec des adultes matures
avec qui je pouvais avoir une conversation que avec des gens à mon âge, à l'enfance, à l'adolescence. Là, je suis rendue à un âge où je trouve que il y a une maturité dans toutes les relations que j'ai. Peu importe l'âge, là. Ouais. Parce que je trouve que après 25 ans, la majorité de mon entourage est à peu près ou presque comme dans le même genre de vie que moi, mettons, là. Ouais. Mais ça se reflétait sur beaucoup d'anxiété avec les autres, énormément d'anxiété au primaire, au secondaire, à l'école des adultes. Les seuls liens que j'avais, c'était avec des professeurs, avec des bibliothécaires, avec des personnes beaucoup plus âgées, là. Fait que dans le fond, c'est comme un peu une sorte de continuité dans ton enfance puis dans ta vie d'adulte, mais juste à des stades différents. Là. Oui, puis je pense que on peut pas faire autrement quand on le sait pas. Je pouvais pas faire autrement parce que je savais pas. Puis j'ai créé des outils, j'ai appris à m'organiser, j'ai appris à faire mes affaires par moi-même, j'ai appris à être autonome, j'ai grandi dans des expériences. Comme je disais plus tôt, j'allais pas au cinéma, j'ai appris tranquillement pas vite à y aller. Aujourd'hui, j'y vais vraiment régulièrement et très souvent tout seul. C'est une gâterie que j'adore, faire des sorties solo au cinéma. Je trouve que les solo au cinéma, c'est vraiment underrated. Puis genre, les gens, là, vous devrez savoir comment c'est fun y aller tout seul. Bref, c'est ma petite Vraiment. J'adore aller au cinéma avec mes amis, comme j'adore. Mais se gâter au cinéma tout seul, il y a une grande fierté, là. Ouais. Pouvoir se sentir assez bien dans sa tête pour passer du temps tout seul, ça c'est beau. Ça c'est quelque chose que je suis fière. Ben j'espère. T'es rendu à ce point-là où que t'es genre tu vas faire tes petites affaires toute seule. Ouais. Puis quand je suis entourée, j'en profite. Quand je suis avec mes amis, quand je suis avec ma famille, quand j'ai des projets sur Bookstagram avec les auteurs, mes bêta lectrices, j'en profite. Ouais. Mais là, je trouve que j'ai un bel équilibre entre je suis accompagnée et j'aime ma compagnie. T'es rendu dans un bel entre-deux. Oui, je trouve quand même que j'ai fait vraiment beaucoup de progrès depuis les dernières années. C'est quand même hallucinant, là. Ben, félicitations pour ces accomplissements-là. J'ai hâte de dire que je suis fière de toi. Merci, mon ami. C'est vraiment gentil. Mais je pense que, en fait, j'étais contente que tu décides d'aborder cet angle-là parce que c'est pas un angle qui est comme très connu de ma personne sur Instagram. Souvent les gens vont me dire mais t'es partout, puis t'es bonne, puis c'est facile, puis j'ai souvent tendance à faire comme c'est pas si facile que ça. Ben c'est ça, justement, mais quand j'ai décidé de changer un peu, comme rediriger un peu le podcast, ouais. J'ai pensé à toi, entre autres, pour ces aspects-là, parce que justement, comme tu dis, je trouve que, ben, juste généralement sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas assez. Puis comme, on veut, souvent, même moi, parfois, je tombe aussi dans le panneau de comme, je veux toujours montrer que tout va bien, que je suis heureuse, que, j'aime ça, faire telle affaire.
Mais quand il y a certaines journées où ça va moins bien, parfois on a des problèmes. Parfois aussi, justement, il y a des personnes qui ont certaines particularités qui peuvent les ralentir sur certains aspects. Ouais. Puis, justement, ben, je me doutais bien que tu serais partante pour ce projet-là. Parce que comme, j'ai jamais vu être gênée de ça. Comme, probablement que tu as fait de ton côté du cheminement là-dessus. Mais je te vois souvent comme parler un peu justement de ton anxiété, puis du fait que t'es sur le spectre de l'autisme, puis Ouais. comme tu vas peut-être pas le dire à tout le monde, mais je te vois pas te gêner de le dire non plus. Fait que honnêtement, je trouve ça beau que tu t'assumes dans la personne que t'es. Oh, c'est fin. Je voulais te le dire parce que justement, ben, c'est ça. Sur ce sujet-là, je pouvais pas ne pas t'inviter, tu sais. Fallait que tu sois mon invité pour ça. Ça me touche vraiment beaucoup parce que les gens, avoir un diagnostic, pour moi, c'est pas nécessairement avoir une étiquette. Ouais. Dans le sens que la majorité je vais prendre l'exemple, la majorité des gens sur Instagram qui me voient aller vont pas penser que je fais de l'anxiété. Et la majorité vont clairement pas penser que je suis une femme autiste. Ben, pour être honnête, moi, dans les débuts où on a commencé à se connaître puis à se parler, je la savais pas, puis je m'en doutais aucunement, tu sais. C'est en apprenant à te connaître que là, j'ai fait, elle en parle, ok, je savais pas, je m'en serais pas douté si elle me l'avait pas dit. Ouais. Je pense que avoir un diagnostic, ce n'est pas la fin. Avoir un diagnostic, pour moi, ça a été le début. Ça a été des débuts pour apprendre à me connaître. Ça a été des débuts pour me construire, me reconstruire, apprendre à vivre avec les autres, à vivre avec moi-même. C'est sûr que c'est vraiment pas comme tout le temps le fun, là. Ouais. Comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille où on peut toujours mettre nos lunettes roses et vivre dans un monde de licornes. Ouais. Malheureusement, parce que moi, j'aimerais vraiment ça, vivre avec des licornes. Oh, ça serait tellement le fun, là. Tellement. Puis, je parle de livres, je parle de littérature, je parle de ma passion, je parle à des auteurs, mais je voulais que ce projet-là me représente. Je voulais que ce projet-là reflète ma personnalité, mon authenticité. Puis, ben honnêtement, être authentique, c'est être aussi laide que belle, là. Ouais. Ben, montrer tout ses beaux côtés, mais aussi ses moins beaux côtés, là. Oui, exact. Puis, je pense que en faisant des stories, en disant quand que je vais bien, quand que je vais moins bien, en parlant d'anxiété, en parlant d'autisme, en parlant de petites difficultés aussi banales que ce matin, ça a pris 6 fois avant que je réussisse à mettre ma robe comme du monde, puis ça m'a pris 15 minutes pour m'en remettre. C'est anodin, mais ça peut tellement rejoindre des gens. Ouais. Je pense que je fais ça pour montrer le beau et le moins beau, pour montrer des nuances. Puis c'est vraiment drôle parce que je suis vraiment pas une personne nuancée. Pour moi, c'est blanc ou c'est noir. C'est dur d'être dans le milieu. Mais pour ça, je dirais que je voudrais comme montrer comme toutes les nuances de ma personne. Ben, c'est ça, c'est beau de voir aller parce que justement, ben, je trouve ça inspirant. Mais justement, tu parlais de littérature.
Oui. qu'est-ce qui t'a... Quand est-ce que l'écriture est venue s'intégrer dans ta vie? Oh Genre, my je God. change drastiquement de sujet, mais... L'écriture. Je pense que l'écriture a toujours fait partie de ma vie, dans le sens que j'ai toujours aimé écrire. J'ai aimé écrire dans les journaux, dans des petits journaux personnels, là, comme... je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui font encore ça. Je pense que oui. Genre, tu sais, je travaille en librairie, puis on a des journaux intimes, puis il y a encore des parents puis des grands-parents qui viennent acheter des journaux intimes pour leurs enfants puis petits-enfants. Donc, j'assume que s'il y a des personnes qui les achètent, ben il y a des personnes qui les utilisent aussi. OK, ça me rassure. Parce que je trouve ça vraiment magnifique. Le fait d'avoir un journal intime, de pouvoir s'exprimer librement sans vraiment penser au français ou les normes sociales. On s'en fout des fautes. L'important, c'est vraiment de mettre sur papier ces mots. Oui. Alors, j'ai toujours aimé écrire des lettres. D'ailleurs, j'adore encore écrire des mots dans des cartes et envoyer des cartes. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment unique, de personnel, d'authentique dans l'écriture. Ouais. Alors, je dirais que j'ai toujours je choisissais des petits sujets, puis j'écrivais des petites fiches. J'aimais les chevaux, je faisais des recherches sur les chevaux, puis là, j'écrivais des petites fiches avec des informations, puis c'est comme ça que j'apprenais. Je trouve ça cute. Par l'écriture, ma mère, quand j'étais obsédée par Harry Potter, en fait, l'entièreté de ma vie, mais quand j'étais plus jeune, ma mère, mettons, elle lisait comme mettons tous les livres. Puis là, dans un cahier, elle me créait des questions. Puis là, je devais comme relire le chapitre, chercher les réponses, écrire les réponses, valider, voir la compréhension de texte. Ça m'a comme full aidé à écrire. Fait que dans le fond, toi, tu voulais être évalué sur ta lecture, même hors de l'école. Ouais, vraiment. Mais de façon ludique. Ouais. Moi, puis je comprendrai jamais les A, les B, les C, les 80, les 90, ton texte est bon, mais moi, ce que j'aime, c'est analyser des textes, puis me laisser aller dans des interprétations, puis rechercher des informations dans les univers, des trucs dans le genre. Or, l'écriture, ça me permet de faire ça. À l'adolescence, j'ai écrit 4 projets. Wow! Dont un qui avait... Et là, ça fait vraiment longtemps, j'ai pas de mémoire, vous m'excuserez, mais dont un qui avait passé à une première ronde de comité de lecture. Et quand même, wow! Ouais. Puis j'aimais vraiment ça, créer des personnages, créer des fiches personnages. Je regardais dans les magazines, je faisais des petits collages. Je faisais comme des fiches de personnages que j'utilisais même pas, juste pour essayer de créer visuellement des personnages, de leur créer des habitudes, créer des émotions, créer leur vie. Alors, je m'amusais fou à faire ça. Moi, puis j'ai écrit, sans joke, sûrement comme 200 fanfictions d'Harry Potter. Oh, 200? J'ai perdu cette clé USB-là. Oh non! Mais j'écrivais des fanfictions d'Harry Potter. J'ai commencé à en lire et en écrire. J'habitais à North Bay. Comme mettons genre début secondaire. Puis j'ai arrêté quand j'avais à peu près
18, tu sais, 18, 19, 20 ans, là. J'ai comme passé comme quasiment 10 ans à lire de la fanfiction, à relire Harry Potter, à relire plein d'affaires, puis à écrire de la fanfiction. T'as-tu publié quelque part tes fanfictions? Ah oui, oui, c'était sur un site, je sais plus si ça existe encore aujourd'hui, là, parce que j'en consomme plus. Ouais. Pas que j'aime pas ça, juste parce que avec la pile à lire que j'ai à lire, ça m'en fait déjà beaucoup. Mais ça m'a tellement donné le goût d'écrire et de développer. Ouais, je pense que j'ai toujours inventé des petites histoires, des petits personnages. Comme ça a toujours été dans ta vie, là. Au même niveau que la lecture était là, ben l'écriture aussi. Ouais, vraiment. Puis est venu le moment fatidique de mon entrée à l'université en création littéraire. Ouais, comment ça l'a affecté? Ça t'a-tu affecté sur ton écriture? Oh, d'où Jésus que oui. Oh là là. Avant de rentrer à l'université, j'avais beaucoup de plaisir à écrire. Moi, je suis rentrée au certificat en création littéraire à l'UQAC sur base adulte, puisque j'avais 21 ans et plus, et de l'expérience dans la création littéraire. Et moi, mon objectif dans tout ça, c'était d'aller creuser ma passion pour la littérature. J'avais pas d'objectif de travailler là-dedans après. J'avais pas d'objectif de faire quoi que ce soit avec ça. Moi, je voulais me donner... Pardon? C'est pour en apprendre plus, puis comme creuser un peu ça, mais... Ça, pour en apprendre plus, de façon. Oui, puis c'était vraiment un défi personnel aussi. Parce que moi, il faut savoir que après 6 mois de maternelle, j'ai dit à mes parents, ben sérieusement, que je voulais plus jamais aller à l'école. Wow. J'ai quand même fait mon primaire, j'ai quand même fait mon secondaire de peine et de misère, mais je l'ai fait pareil. J'ai quand même été à l'université et j'ai fait un AEC. Alors, je suis quand même, genre, je le dis humblement, mais je suis quand même une preuve que même si en maternelle, t'es écœuré après 6 mois, il y a quelque chose à faire. Mais ça, pour quelqu'un qui veut quitter la maternelle, tu t'es quand même rendu loin, là, je trouve. Quand même. Oui, en l'université, création littéraire, je dirais que ma première session, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'étais entourée de 2 nouvelles amies à cette époque qui étaient anglophones en échange d'étudiants qui, elles, à l'origine, venaient de l'Ontario, où moi, j'ai passé plusieurs années. C'était vraiment, vraiment plaisant. J'avais énormément de plaisir avec elles. Et ça m'enlevait énormément de pression sur ce qui est l'université. À leur départ, j'ai déchanté un peu. Je trouvais ça plus difficile. Je me sentais comme moins accompagnée. Et voilà. J'ai fait mon certificat en 3 ans. J'ai terminé en 2018. Et ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est assurément d'être noté, d'être annoté, d'être critiqué. Pas que je ne prends pas bien la critique, mais je pense que dans un cadre scolaire, l'art est dur à évaluer. Ouais. Surtout que c'est subjectif, là. L'art, c'est toujours subjectif. Oui, exact. Alors, je crois que pour mon cerveau atypique, cette notion-là d'être noté, d'être jugé selon des critères scolaires pour de l'art, ça n'a pas passé. Ouais, j'imagine. Ouais. Puis après ça,
j'ai arrêté d'écrire et j'ai arrêté de lire pendant comme presque 5 ans. Ouch! Oh boy! Ça, Ouais. c'est quand même ouais, c'est quelque chose. Ouais, parce que j'ai fini en 2018. J'ai fini l'université en 2018. Puis j'ai commencé mon Bookstagram comme en 2020, quelque chose comme ça. Il y a comme 2 ans là-dedans que j'ai pas lu comme pantoute. Puis que après ça, ce fut un retour progressif. C'est dur à imaginer, hein? Ouais, mais ça, venant de toi, c'est... Ben, genre, dans ma tête, la lecture avait toujours fait partie de ta vie. L'écriture aussi. Puis comme... Ça, je trouve que de n'importe qui d'autre, j'aurais probablement plus cru que venant de toi. Je comprends. Même moi, des fois, j'y crois pas. Ouais. Ouais. Là, justement, j'avais des questions sur tes projets récents. Oui. Le premier, c'est genre tes fesses-filles. Oui. Veux-tu m'en parler? D'où vient Ouais, j'aimerais ça que tu m'en parles. Alors, genre tes fesses-filles, c'est un projet qui a été créé après une blague. C'est quand même ironique, moi qui comprends habituellement pas les blagues. J'étais dans un club de lecture avec Félicia Lemire. Elle participait et on parlait d'anecdotes de caca. Parce que quand on est anxieux, des fois, on n'arrive pas toujours à gérer ses fesses. Et c'était vraiment drôle, on en riait, puis Félicia disait « J'ai tes fesses, fille », puis moi, ça m'est resté. Chacun notre bord, on mijotait cette idée-là, puis au bout de 3 jours, j'ai envoyé des vocals. En fait, j'ai envoyé un podcast à Félicia. Et je lui disais, j'ai vraiment le goût de le faire, penses-tu qu'on peut le faire? J'ai toujours voulu parler d'anxiété, je sais pas où, je sais pas dans quel contexte, mais là, un recueil, ça pourrait être nice, puis je pourrais pas être toute seule là-dedans. T'sais, si tu le fais, je le fais. Puis en tout cas, après notre podcast, on a pris la décision de se lancer. Alors, Félicia et moi, on a co-dirigé ce projet avec d'autres femmes exceptionnelles qui ont fait l'écriture de leurs nouvelles. Chaque nouvelle est vraiment incroyable. Je le dis avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de fierté, parce que on a tous travaillé très très fort sur nous-mêmes en écrivant ce texte. Et en plus, on a eu la chance d'avoir une incroyable préface de Marie-Christelle Gendron. Wow! Qui est pas n'importe quoi. En effet. Alors, magnifique projet. Magnifique projet. J'ai toujours voulu écrire sur l'anxiété. J'ai toujours voulu en parler. Je l'ai fait. Je suis vraiment fière. La première version est encore en vente jusqu'à Pâques. Puis elle est en Pardon? Elle est en vente où si jamais les auditeurs et auditrices voudraient se l'acheter, la version via Amazon. Perfect. Sous le nom de J'ai tes fesses filles. Et voilà, c'est la première version. On est vraiment, vraiment très, très fiers. On a énormément grandi dans ce processus-là. Et la raison du pourquoi qu'on arrête la vente à partir de Pâques, c'est parce que, première des choses, on veut remettre tous les bénéfices, en fait, là, à un organisme qui est le Centre de rétablissement Le Renfort, qui est un centre à Alma, au Lac-Saint-Jean, que je côtoie depuis plus de 7 ans et qui m'aide encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà. Alors, tous les profits vont aller à ce centre-là. On a près de 1 000 $ à remettre. Alors, quand même, ça, c'est plaisant. Oui. Bravo. Oui, je suis vraiment, 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 vraiment contente. Et on souhaite le retirer du marché pour
mieux revenir parce que on a vraiment beaucoup évolué depuis la sortie du recueil. On voudrait retravailler la couverture, on voudrait retravailler la mise en page, certaines petites affaires. Alors voilà. Très beau projet. Puis qu'est-ce que tu as préféré dans ce processus-là dans le processus de faire le recueil? Y a-t-il une partie que tu as préféré faire? Écrire mon texte m'a vraiment fait du bien. Même si mon texte est le plus court, avec comme 1000 quelques mots. Ça m'a vraiment vraiment libéré. Mais je crois que qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'est de rencontrer des femmes vraiment incroyables, avec des parcours différents, mais en même temps similaires, parce qu'on partage quand même l'anxiété. Ouais. Alors, je dirais que ça serait ça, ma plus grande fierté. Puis, est-ce qu'il y a une partie que tu as moins aimée dans ce processus-là? Je suis une personne qui a beaucoup de difficultés à travailler en équipe. Je travaille là-dessus. Inquiétez-vous pas. Mais des fois, je trouvais ça difficile parce que je suis organisée, j'ai ma façon de faire, j'ai mes échéanciers, je suis très exigeante. Mais ça reflète que je suis très exigeante envers les autres, je veux que ça soit fait. C'est ça. Je suis une bébête qui cherche le contrôle. Alors, je dirais que je pense que c'était ça que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de travailler en équipe. Mais j'ai tellement appris que ça me rassure. Ben c'est ça l'important, c'est dans toutes ces expériences, c'est d'apprendre quelque chose dans ça. Oui, je pense quand même que j'ai appris beaucoup de choses. Puis ta nouvelle, est-ce que j'imagine que tu t'es inspiré de ta période. Ouais. Oui, vraiment. En fait, le titre de ma nouvelle, c'est trop, juste trop. Puis, c'est mon sentiment d'être trop organisé, trop ci, trop ça, parler trop fort, être trop expressive, être de trop, me sentir de trop, ou être pas assez, trop ça ou trop ci. C'était sur ce sentiment-là. Je comprends maintenant pourquoi c'est libérateur de comme juste laisser ça sortir. Oui, j'ai pas d'autre mot que oui. Ce fut libérateur. Bon, on va parler d'un autre projet récent, oui. Le recueil Les Diamants du Lac. Oui. Je dois avouer que je l'ai pas lu, fait que ce recueil-là, est-ce qu'il y avait un sujet quelconque? En fait, ce recueil-là est une belle surprise, là, parce qu'honnêtement, j'étais pas vraiment censée faire ça comme projet. J'en avais déjà beaucoup, mais c'était en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi et la SNQ. Alors, c'est une association là pour comme les droits et le français là, des Québécois et des Québécoises. Voilà, j'ai embarqué parce que c'était chapeauté par Sylvie Marcoux. Sylvie Marcoux, qui est une autrice incroyable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une autrice que j'ai eu la chance de croiser dans plusieurs événements. Et je voulais absolument le faire parce que ça me tenait vraiment beaucoup à cœur. Il n'y a pas un sujet commun. Le but de ce recueil était en fait d'écrire en français, de s'exprimer en français, de travailler son français, de travailler en équipe aussi. Étrangement, travailler en équipe, c'est ma plus grande difficulté, mais je me ramasse toujours à travailler en équipe. Alors, c'est attiré à toi. Mais voilà, l'objectif, c'était vraiment de s'exprimer en français, puis de travailler notre passion pour la littérature et
l'écriture, voilà. Et il y a des poèmes à l'intérieur, il y a une nouvelle d'horreur, il y a toutes sortes de textes, il y a des textes tristes, il y a des textes drôles, il y a des moments épeurants, il y a toutes sortes d'écrits dans ce recueil. Cinq auteurs de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors ça me tenait à cœur aussi parce que je fais partie du paysage depuis quand même plusieurs années. Alors, ouais, ça me parlait. Fait que tout le monde peut y retrouver quelque chose qui l'intéresse. Ouais. Ouais, vraiment. Puis toi, ta nouvelle, ça porte sur quoi? Alors, ma nouvelle porte sur un sentiment que je traîne dans mon petit cœur depuis vraiment beaucoup. En fait, depuis que je suis arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est mon sentiment de se sentir étrangère face à la langue. Or, mon texte s'appelle Étrangère en français et in English. Oh wow! Alors, c'était mon sentiment de ne pas être chez moi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de ne pas être reconnue. C'est mon sentiment de toujours être étrangère, de toujours sentir qu'on entend mon accent ou qu'on est surpris quand que je parle en anglais ou des trucs dans le genre. Habiter en région, peu importe la région, ça vient avec un lot quand on ne vient pas de cette région-là. Alors voilà, je parle de mon origine, je parle de mon nom de famille. Ben, c'est et que j'ai épousé un gars de la place. Faut pas l'oublier. On l'oublie pas, ton mari. On l'oublie pas. Je le salue. J'espère qu'il va écouter le podcast. Mais là, s'il l'écoute pas, là, je vais venir le voir, là. Ben, écoute, on va avoir une chambre d'amis. T'es la bienvenue. C'est bon. Puis justement, ben, pour le processus, pour participer au projet, sais-tu n'importe qui pouvait participer? Fallait-tu avoir des prérequis, si je peux dire? Je crois qu'il y avait un prérequis d'âge pour participer. Fallait évidemment vouloir participer. Ouais. Déjà un bon départ de vouloir participer. Oui, effectivement. Mais comme critère, peut-être qu'il y en a eu, mais je m'en suis pas très occupée. OK. Puis ça j'ai vu sur ton Instagram que tu as participé au lancement. Puis c'est mentionné que c'est les participants qui l'ont organisé. Oui. Donc j'assume en fait que t'as été une des grandes participantes qui a le plus participé à l'organisation. Étonnamment, non. Même pas. En fait, le recueil est arrivé à un moment de ma vie quand même très étrange. Parce que j'étais... quand j'ai commencé le recueil, je venais de quitter mon emploi suite à un burn-out. Et je me cherchais désespérément un emploi. Et quand que c'est tout un hasard de la vie, mais moi, je me souviens avoir dit à la première rencontre, je vais vraiment beaucoup m'impliquer. J'ai pas de travail présentement. Je veux vraiment comme m'occuper de plein d'affaires. Et comme 2 semaines plus tard, voilà que j'étais engagée à mon emploi présentement. Fallait que t'en parles pour que la vie t'envoie quelque chose, un emploi que t'aimes. Oui. Merci la vie. Oui, c'est ça. Puis je me suis quand même impliquée dans l'écriture, dans la réflexion, dans la correction de mon texte. J'ai pris ça vraiment très à cœur.
mais j'ai dû faire des choix puis lâcher prise. Alors, mis à part mon texte, étonnamment, je me suis pas occupée de grand-chose. J'ai quand même, au lancement, voulu mettre la main à la pâte, installer les chaises, les tables, mettre les nappes, faire les séances de dédicace. J'ai même pas animé, chose que je fais habituellement. Mais voilà, on dirait que j'ai comme tout donné ce que je pouvais donner, puis j'en suis vraiment, vraiment fière. Tant que tu t'as donné ton 100%, peu importe ce à quoi le 100% genre ça représente, si t'as donné ton 100%, c'est ça l'important. Oui, puis je me suis beaucoup tapé sur la tête, j'étais comme, je pourrais en faire plus, je pourrais en faire plus, je pourrais en faire plus. J'étais comme, ben, ce que tu as déjà fait, Andrea, c'est déjà bien. Alors, profite de ça au lieu de te taper dessus. Je commence à un peu comprendre ce principe. Un peu. Ça commence à rentrer. Tranquillement, mais sûrement. Petit train va loin. Exactement. Puis comment était la soirée du lancement? C'était beaucoup d'émotions. Moi, faut comprendre que j'ai beaucoup de difficultés. Ça fait beaucoup, mais... Ça fait beaucoup de trop. Oui. C'est une blague, je tiens à le dire. Hein. Oui. J'ai aimé le clin d'œil, en fait. Je trouve ça bien. C'était à la fois beaucoup de... J'étais très heureuse, très fébrile. J'avais un soupçon de tristesse que ça soit fini. Le sentiment d'être de l'autre côté de la table quand je mets mon chapeau de blogueuse et je vais voir les auteurs, c'est quelque chose. Quand je mets mon chapeau d'autrice et je suis derrière cette table. Là, c'est les gens qui venaient te voir, toi. Oui. Puis, c'est pas pour m'enfler la tête ou rien. C'est juste quand on croit tellement longtemps à un rêve et que ça se concrétise enfin, je sais pas quelle émotion que c'est, mais c'est wow. C'est comme avoir une licorne en dedans de soi. Genre, même s'il n'existe pas à l'extérieur, la licorne est quand même là, quelque part dans ton cœur. Ouais, vraiment. Je me sens comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré dans ce processus-là pour ce recueil-là? Oh, me libérer d'un poids. Je me rends compte que l'écriture, c'est une belle thérapie. Ah, j'imagine. Ça fait du bien. Des fois, ça fait pleurer, des fois, ça fait rire, des fois, ça fait du bien, des fois, ça fait mal. Mais ça fait quelque chose. Moi, je trouve que l'important, c'est de ressentir quelque chose. Je pense que qu'est-ce que j'ai aimé le plus ou qu'est-ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir rencontré Stéphanie, qui est une autre autrice dans le recueil. Stéphanie et moi, on ne se connaissait pas avant le recueil. Pourtant, on habite très proche l'une de l'autre. On a dans les mêmes âges, on a les mêmes passions. Elle a un chat aussi. Oh. Et je pense que de la connaître, de l'avoir dans ma vie maintenant, a changé beaucoup de choses. Alors, je pense que oui, je suis fière de mon texte. Je suis fière d'avoir sorti le méchant. Mais je pense que le plus beau, c'est la relation que je suis en train de créer avec Stéphanie. Oh. J'espère que Stéphanie va entendre ça. Ben, j'espère que je vais lui envoyer le lien du podcast une fois fini, puis lui dire que j'ai parlé d'elle. Je suis certaine que ça va lui faire plaisir. J'imagine. Puis, est-ce qu'il y a un aspect dans
le processus du recueil Les Diamants du Lac que t'as moins aimé? Le lâcher prise. Ouais. C'est difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui entreprend tellement. C'est moi qui anime, c'est moi qui parle des autres auteurs, c'est moi qui monte sa scène, et c'est pas pour, oui. Puis c'est pas pour me montrer moi, c'est pour faire rayonner les autres. Alors là, je trouvais ça difficile de pas animer, de pas parler des autres, d'être spectatrice et qu'on parle de moi. Puis que tu puisses rien y faire, en fait, aussi. Ouais, ça, c'était un chouïa épeurant. Mais c'est fait. Et c'est fait, puis ça t'a fait vivre justement quelque chose de nouveau. C'est ça t'a fait vivre quelque chose de nouveau. Oui, je suis bien fière. Mais j'espère que t'es fière. Oui, je suis. Puis, autre que ces projets-là, est-ce que t'as des nouveaux projets en cours de route? Ah! Quand est-ce que ça l'arrête, Laurie? Quand est-ce que ça l'arrête? Je pense que ça l'arrête jamais. Non, puis justement, comme je ne savais pas si j'allais en aborder ou pas durant le podcast, mais dernièrement, je suis en train de m'essouffler. Je me rends compte depuis mon burn-out l'été dernier, l'été automne, que ma batterie sociale, ma batterie d'énergie se renouvelle pas aussi vite qu'avant. Quand je fais des crises d'anxiété, ça m'affecte beaucoup plus physiquement qu'avant aussi. Et ça me fatigue vraiment plus aussi. Mentalement, physiquement, tout le kit. Je suis en train de m'en rendre compte que de faire 4, 5, 6 directs par mois, c'est trop. De faire une tonne de salons dans le même mois, c'est beaucoup. De voyager, de sortir de ma routine, même si j'adore ça, c'est beaucoup. Alors, j'ai énormément de projets, j'ai énormément d'idées, je veux tout réaliser et je sais que tout est réalisable, mais là, faut que j'essaie de me rendre compte de c'est quoi mes limites, qu'est-ce que je peux faire. J'ai un travail que j'adore, même si c'est pas dans la littérature, mais un travail exigeant socialement. Alors, je dirais que j'ai une tonne de beaux projets, mais pour les réaliser, faut que je réalise mes limites. Faut que tu te mettes en premier. Puis c'est comme ça que justement tes projets vont avancer. Même si c'est petit peu par petit peu, ben ça va se faire un jour. Peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais ça va se faire. Oui, vraiment, mais écoute, aujourd'hui, j'ai été travailler. Puis un soir, je fais un podcast avec toi, mon ami. Ah, ta batterie sociale, tu forces les limites, là. Je vais faire des beaux dodos tantôt. Mais, je veux dire, je pense que on peut avoir toutes sortes de projets, puis avancer une bouchée à la fois, un petit peu à chaque jour, puis ça va se réaliser. J'ai un premier manuscrit de compléter. Oh! Il s'appelle Écrire sa propre histoire. Et ça n'a pas vraiment de lien avec moi. Juste pour le dire, même si le personnage féminin me ressemble énormément, a tous mes traits, a mes animaux, a mes parents, a ma sœur, a mes amis, même si Ophélia est un grand reflet de ma personne, ce n'est pas mon histoire. Fait que tu t'es inspiré un peu de ta vie, mais c'est pas ton histoire. Exact. C'est comme une fanfiction de toi. De moi. On va dire ça comme ça. Ça inclut un bel auteur masculin torride
qui écrit anonymement sous un nom de plume de la romance érotique. Voilà. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a comme plein de mystères, il y a des belles scènes d'intimité, il y a des passages érotiques aussi parce qu'on retrouve des passages que l'auteur écrit dans ses romans. C'est vraiment un beau projet. Je l'ai amené à son plein potentiel par moi-même, par mes bêta-lectrices. Et là, malgré 5 refus, j'y crois encore plus fort que jamais. Et il devrait être lu par une maison d'édition prochainement. Fait que ça l'avance tranquillement. C'est pas parce qu'il y a eu 5 refus qu'il va pas être accepté un jour. Exact. Si train va loin, lentement mais sûrement. Exactement. Moi, j'y crois vraiment à écrire sa propre histoire. Si c'est en maison traditionnelle, tant mieux. J'aimerais vraiment ça pour pouvoir vivre les salons, pour pouvoir pousser mes apprentissages littéraires, éditorial, marketing. J'aimerais vraiment ça. Si ça arrive pas, je vais le sortir d'une autre façon. C'est pas plus grave que ça. Mais je tiens absolument à faire le processus complet pour être dans une maison traditionnelle. Moi, j'envoie des bonnes ondes. Des bonnes ondes. Je suis sûre qu'il va être accepté. Je souhaite bien gros. Je souhaite vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, j'ai un deuxième manuscrit qui est en réécriture. Pauvre petit manuscrit laissé à lui-même dans mon ordi. Mon premier jet de 33 000 mots, je l'ai écrit en 3 jours. En 3 jours? Oui. Je sais, c'était un peu intense. Un peu beaucoup. En fait, je me levais pour aller aux toilettes et manger, c'est tout ce que j'ai fait en 3 jours. Et boy. Ouais, c'était maladif. J'ai eu mal à la tête puis aux yeux pendant une semaine après. Et j'imagine. Mais là, c'est ça. Il est en réécriture. J'ai une belle équipe de bêta-lectrices. Mais je manque un peu de temps. J'arrive pas à mettre mes priorités à bonne place. Malheureusement, je suis encore stagnée au chapitre 8. Puis j'espère que cet été, il va être terminé. On se croise les doigts. Mon objectif, c'est de le terminer pour ma fête. C'est faisable. Faut juste que je réarrange mes priorités. Alors ça, c'est pour mon deuxième manuscrit. Puis sinon, dernièrement, j'ai parlé de mes projets que j'avais dans mon coco sur Instagram. Ça m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps avant de faire cette publication-là parce que, que c'est pas facile de s'assumer dans un autre chapeau. J'imagine. Et voilà, il y a une maison d'édition qui m'a approché pour que je leur présente 2 de mes idées. C'est vraiment cool. Je suis à la fois excitée et apeurée. Parce que j'ai absolument rien d'écrit. J'ai un tableau Pinterest. Moi, ça commence toujours par ça. Et voilà. Or, le premier projet que je veux leur présenter, c'est Amour par choc, qui est une romance du temps des fêtes qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai le canevas, il est prêt avec mes mood boards, ma C4, mon résumé et tout. Il manque juste un résumé long à faire et je serai prête à présenter celui-là. Et le deuxième qui est agence de rencontres secrètes pour auteurs, quelque chose comme ça. Je n'ai absolument rien d'autre qu'un Pinterest. Alors j'ai essayé de trouver quelque chose. C'est déjà un bon départ. Ça va venir, mais c'est en plantant une graine qu'on a une plante. Exactement. Moi, je me dis ça. C'est en pensant tout haut qu'on écrit des livres. Est-ce que tu veux une dernière question avant qu'on se laisse? Oui. Ton processus d'écriture. En quelques... Est-ce que
tu m'as dit que justement, tu commençais par un Pinterest, un board de Pinterest. Après ça ressemble à quoi? Au chaos. Je trouve que ça te résume bien. J'ai une idée, j'ai quelques idées, j'ai plein d'idées, j'ai un tableau Pinterest, j'ai d'autres idées. Et là, ça devient concret quand j'ouvre Canva et que je crée mes personnages, la famille des personnages. Il y a toujours des animaux. Alors, il y a toujours des fiches avec des animaux. Évidemment. Évidemment, des scènes, des mood boards avec des scènes en particulier. Et ça passe de Pinterest à Canva. Et après Canva, on retourne à un cahier et à un crayon parce que pour faire un plan de mes chapitres, faut que je l'écrive à la main. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais ça, parfois, on comprend pas trop pourquoi, mais ça fonctionne. Oui. Alors, je vais ouvrir un carnet de lignes, de feuilles lignées, là, ben ordinaire. Avec rien dedans, puis là, je vais commencer. Chapitre 1. Il va se passer ça. Chapitre 2. Ça. Puis là, je fais ça pour chaque chapitre du début jusqu'à la fin. Ça me donne un squelette. Puis moi, le petit problème qui vient avec le titre, c'est quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas dans le cul. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire le mot cul dans un podcast? Sûrement. Sûrement, je pense que oui. Sûrement. Ou sinon, tu me biperas. Ça devient, pour moi, une obsession. Une fois que j'ai mis chapitre par chapitre, ça devient pour moi une obsession de l'écrire au complet. D'où le 33 000 mots en 3 jours. Ouais. Je l'écris de A à Z, du début jusqu'à la fin, avec tout ce que je veux qu'il soit dedans. Puis après ça, en réécriture, avec les bêta lectrices et tout ça, j'ajoute du gras. Ouais. Or, mon premier jet est toujours autour de 30 000 mots. Puis après ça, j'essaie d'atteindre 50 000 ou 60 000. Alors, j'ajoute toujours 20 000 ou 30 000 mots. C'est intéressant comme processus. Voilà. Alors, c'est un chaos organisé obsessionnel. Fait que ton chaos, finalement, il est quand même... C'est un chaos organisé qui fonctionne à la fin. Ben, moi, je trouve que ça fonctionne. Et je pense que chacun a ses trucs. Puis... tant que ça fonctionne... Puis c'est ça qui est beau. Ouais. Que derrière chaque auteur, il y a une façon de faire. Puis je pense que c'est ce qui nous rend authentiques dans notre genre. Exactement. Bon, réelle dernière question. Vas-y, Mallory. Si t'avais un conseil à donner pour des personnes qui aimeraient se lancer dans l'écriture, mais qui osent pas, ce serait quoi? Assis tes fesses. Point. C'est assis tes fesses, point. Parce que, moi, là, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Or, je vais le répéter. Je me posais beaucoup la question, comment qu'on commence? J'ai plein d'idées, mais après Pinterest, c'est quoi l'idée? Comment je fais pour sortir ça de ma tête? Puis, Marie-Christelle Gendron m'a dit, ben, assis-toi. Juste assis. Assis tes fesses. Puis c'est vrai, dans le fond. Ouais, c'est, dans les faits, c'est, oui. Faut juste prendre le temps puis s'asseoir puis le faire. Ouais. Puis, c'est fou les choses qu'on peut faire assis devant l'ordi. Ouais. Avais-tu d'autres questions, ma belle Laurie? Non, j'ai pas d'autres questions. Donc, merci Andrea d'avoir accepté mon invitation au podcast. Mais mon Dieu, Laurie, je veux te dire merci de m'avoir invité. C'est rare que je suis de l'autre côté du micro, de l'écran. C'est toi qui te poses des questions. C'est fou! Je suis à la fois contente et triste d'avoir oublié notre rendez-vous. Je suis contente parce que j'ai pas suranalysé,
J'ai pas calculé ce que j'ai dit. Je me suis pas énormément préparée. Et de l'autre côté, je suis triste parce que, comme, clairement, je voulais pas manquer ça, là. Mais ça, je me suis dit à matin, je vais la relancer. Ça me semble, ça serait mon genre aussi d'oublier ce genre d'affaires-là. Je vais la relancer. Ouais. Surtout à la veille du salon du livre. Ouais. On dirait qu'on devient comme cerveau Angelo. Ouais. Merci, Laurie. Ben, ça fait plaisir. J'ai vraiment aimé notre discussion. Moi aussi. Puis j'espère que les gens vont ouvrir leurs yeux, leur cœur à la littérature, à l'écriture, puis laisser de la place à tout le monde. Ben, je l'espère aussi. Veux-tu nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Oui, alors sur Instagram, Facebook, parfois TikTok, dans mon petit univers. Merci Andrea. Puis ben pour les auditeurs, auditrices, on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine. À la prochaine! Donc c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Moi c'est ça, c'est sûr que j'ai beaucoup apprécié faire l'entrevue avec Andrea. Et ben si vous voulez justement en entendre plus de ce genre d'entrevue-là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un review. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos opinions. Et sinon, on se retrouve dans un prochain épisode. À la prochaine!